Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette session d'information sur la télévision Labari. Les titres de ce journal. Clôture hier de la 4e conférence internationale fiscale organisée par l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest. Une conférence couronnée de succès selon les participants. Le rapport 2014-2015 de Amnesty International sur les droits humains et libertés fondamentales publié a relevé quelques dérives au Niger. Détail dans ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Les travaux de la 4e conférence internationale fiscale organisée par l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest ont pris fin hier après-midi au palais du congrès de Niamey. Cette rencontre de 2 jours qui a porté sur le thème évaluation et rationalisation des dépenses fiscales, gestion saine des finances publiques a été d'un succès éclatant de l'avis de l'ensemble des participants. Le compte-rendu de Adam Soumana et Cheb Guissou. 2 jours de riches et intenses travaux ont permis à ces fiscalistes venus des différents pays membres de l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest d'échanger entre autres sur la convention pour éviter la double imposition, le maintien des incitations fiscales dans un contexte de réduction des dépenses fiscales, ainsi que la fiscalité secteur informel et compétitivité du secteur privé. Ce rendez-vous de Niamey a surtout été l'occasion pour les participants de mûrir leurs réflexions autour du thème central de cette conférence, que l'évaluation et rationalisation des dépenses fiscales, gestion saine des finances publiques. Une issue de travaux sur laquelle la présidente du comité local d'organisation de la présente rencontre fonde beaucoup d'espoir. J'ose espérer que ces assises ont apporté un plus par rapport aux échanges, les expériences sur les différents thèmes qui ont été développés, notamment le thème central, évaluation des dépenses fiscales pour une rationalisation des finances publiques. Je ne veux pas être long, je veux encore une fois remercier toutes les participantes, tous les participants de toutes les délégations venues de l'Afrique de l'Ouest et les responsables du gouvernement ici présents. Je remercie tout le monde. Le président de l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest s'est quant à lui réjoui de la réussite de cette rencontre de Niamey. Un avis également partagé par le ministre du Budget qui n'a pas caché sa satisfaction. Je suis heureux de constater que vos débats et conclusions ici de la présente conférence sont une mine d'inspiration pour une gestion efficiente et efficace des dépenses fiscales. La rationalisation des dépenses fiscales requiert un engagement résolu de nos États afin d'optimiser nos recettes et assurer une meilleure lisibilité à nos systèmes de taxation. Nous devons donc assurer la délicate conciliation entre dépenses fiscales et accroissement de nos recettes. La crédibilité et l'efficacité de nos finances publiques sont à ce prix. Mesdames et Messieurs, au-delà de nos administrations fiscales, je souhaite également que les conseils fiscaux saisissent toute la richesse de vos débats dans leur rôle d'auxiliaire, j'allais dire des partenaires du fisc, pour qu'ensemble nous parvenions à faciliter la mise en œuvre de nos politiques en matière de rationalisation et d'évaluation des dépenses fiscales. Aussi, pour témoigner de leur gratitude à l'État nigérien, les participants à cette 4e conférence fiscale régionale ont tenu à distinguer le ministre de l'État. Amnesty International a publié son rapport 2014-2015 sur les droits humains et libertés fondamentales à travers le monde. Dans ce rapport, Amnesty a relevé quelques dérives au Niger, notamment sur la situation sociale, politique et sécuritaire. Voyons tout cela avec Michel Deji qui a parcouru le rapport. Sur le plan politique, le rapport 2014-2015 de Amnesty International est d'abord revenu sur la formation du gouvernement dit de l'âge ouverture en août 2013 constitué des membres de l'opposition. Depuis la formation de ce gouvernement, la situation politique s'est beaucoup détériorée, notamment entre le parti au pouvoir et son ancien principal allié, le Modenfa Lumana. Ainsi, en mai 2014, plus de 30 membres du parti Lumana ont été arrêtés.
Ces arrestations étaient en lien avec l'enquête sur les coups de feu qui avaient visé le domicile d'un député de la mouvance présidentielle et sur l'attentat contre le siège du PNDS Taraya. Les personnes interpellées ont été maintenues en détention entre 2 semaines et 3 mois et accusées d'atteinte à l'autorité de l'État. Leur procès n'avait pas débuté à la fin de l'année, précise le rapport. La situation sécuritaire au Niger a été également évoquée par Amnesty dans son rapport. Des groupes armés, parmi lesquels le Moujao et Boko Haram, ont en effet lancé des attaques contre différentes villes du pays en 2013 et 2014, s'en prenant également à des civils. En octobre, des groupes armés ont attaqué simultanément un poste de sécurité du camp de Mangaïsé accueillant des réfugiés maliens, la prison de Walam et des militaires qui patrouillaient à Banebongo. Toutes ces actions ont eu lieu dans la région de Tillabéri, non loin de la frontière avec le Mali, et provoqué la mort d'au moins 9 membres des forces de défense et de sécurité. Ce qui a amené les autorités à prendre des mesures de sécurité strictes pour lutter contre le terrorisme. Sur le plan social, en mai 2014, des étudiants ont manifesté pour protester contre des retards dans le paiement de leurs bourses. La police a fait usage d'une force excessive pour réprimer le mouvement. Au moins 30 étudiants ont été blessés et 72 arrêtés et remis à liberté après 19 jours de détention. S'agissant de la liberté d'expression, en janvier 2014, 2 journalistes, dont Souman Idriss Maïga, le directeur du quotidien privé L'Enquêteur, ont été inculpés de complot contre la sûreté de l'État à l'issue d'une garde à vue de 4 jours dans les locaux de la police nationale à Niamey. Le 18 juillet 2014, c'est le coordonnateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Ali Idrissa qui a été placé en garde à vue à 2 reprises pour son combat contre Areva. Ce jour-là, 10 autres dirigeants d'organisations de la société civile nigérienne ont été également arrêtés à Niamey, puis remis en liberté le même jour. Situation incertaine de l'école à Difa. Depuis les attaques de Boko Haram, les classes sont fermées. Les élèves et les enseignants n'ont toujours pas repris le chemin de l'école malgré l'appel des autorités. Reportage Asmane China. Le climat d'insécurité de la région de Difa suite aux attaques de la secte Boko Haram continue de prendre l'école en otage, notamment dans la ville de Difa. En effet, l'appel des autorités pour reprendre le chemin de l'école n'est pas bien tombé dans les oreilles des élèves et des enseignants. S'ils ont vu que la région de Difa est complètement sécurisée, il y a d'autres étapes à franchir. Si les marchés qui sont aux alentours sont ouverts, les gens partent, les gens circulent, les véhicules partent et viennent, je pense que la population ne verra pas d'inconvénient pour envoyer à nouveau les enfants. Mais pour le moment, c'est vraiment la psychose générale et nous osons espérer que cela ne va pas perdurer et que, en tant qu'enseignants, nos camarades, nous en sommes certains, trouveront les voies et moyens pour que le temps qui restera, ils puissent mettre les enfants dans les conditions pour aller aux examens. Pour ceux qui sont en terminale et ceux qui vont chercher le BPC et surtout que le CFEPD a été annulé, nous osons espérer que les enseignants trouveront les voies et moyens pour mettre vraiment les camarades et les enfants dans les moyens, conditions idoines qui puissent leur permettre d'avoir les prérequis, pouvoir leur permettre éventuellement de faire face aux différentes épreuves qui seront organisées au niveau des différents examens. Mais pour le moment, c'est trop tôt parce que quelqu'un qui a été mordu par un serpent, on le dit le plus souvent, a peur d'une corde. Donc pour le moment, il faut comprendre la psychose, elle est généralisée. Donc le retour se fera, mais pas comme nous le souhaitons, mais nous osons espérer que toute la zone soit sécurisée, et pas seulement le Niger, mais que Boko Haram soit bouté hors d'Afrique pour que la sérénité et la sécurité reviennent un peu partout. L'avenir de l'école à Difa inquiète les acteurs de l'éducation. Vraiment, l'avenir est très sombre. Et notamment, il n'y a pas que la ville de Difa, la région de Difa. Imaginez la ville de Bosso. Bosso est déserte. Il n'y a pratiquement personne, je vous dis. Le long de la Comalie, vous prenez les écoles de Zarwaram à Bosso,
toutes les écoles sont fermées. Comment ils vont créer les conditions pour que les écoles réouvrent leurs portes? Comment ils vont faire pour sécuriser la bande-là? Et c'est des habitants c'est que leurs enfants qui sont partis au niveau de la secte Boko Haram. Avec les phénomènes de Boko Haram, il y a un grand doute que l'année scolaire 2014-2015 reprenne son cours normal à Difa, car la panique a considérablement gagné de nombreux habitants, dont certains ont déjà transféré leurs enfants de leur nouveau lieu de résidence. Le président de l'association des anciens combattants, veuves et victimes de guerre du Niger, le capitaine Amadou Hassan Diallo, n'est plus. Il a été rappelé à Dieu dans la nuit d'hier à aujourd'hui, vendredi à Niamey, des suites d'une maladie. Le capitaine Diallo sera enterré demain au cimetière musulman de Yantala à 9h. Son portrait avec Souleymane Mouni Barma. Le capitaine Amadou Hassan Diallo est né le 14 juillet 1927 à Terra où il débuta ses études primaires. Fils du sergent Hassan Diallo, ancien chef de canton de Terra, mort en 1951, le capitaine Amadou Hassan Diallo était un farouche défenseur de ses collégionnaires pour la reconnaissance de leurs droits. Le capitaine était apprécié pour son franc-parler et sa droiture. C'est un homme de principe qui a fait la guerre d'Indochine et d'Algérie. L'histoire retiendra que le 14 juillet 1959, le sous-lieutenant Amadou Hassan Diallo, fraîchement sorti de l'école d'application de Saint-Maxent, était sur les Champs-Élysées de Paris, où il a pris le drapeau de la communauté franco-africaine des mains du général de Gaulle pour le remettre au président de la toute nouvelle et jeune République du Niger, le président Jori Hamani. Le capitaine Diallo, après avoir fréquenté l'école primaire de Terra, est ensuite allé à l'école primaire supérieure, actuelle lycée Issa Korombe. Après ses études, il était en poste à Walam quand il a été recruté et incorporé dans l'armée française avant d'être reversé plusieurs années plus tard dans l'armée nigérienne créée le 1er août 1961. Amadou Hassan Diallo avait alors le grade de lieutenant et il rentrait de mission au Cameroun et au Mali sous les couleurs de l'armée française. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. L'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC a abrité pendant 5 jours un atelier de formation des formateurs dans le cadre du projet de renforcement des radios communautaires. Une phase qui ouvre la voie à la mise en place de 24 radios dans 24 communes de convergence. Suivez le reportage. Le renforcement des radios communautaires au Niger. Un projet vieux de quelques années et qui en cette semaine est mis sur les rails à travers un atelier de formation des formateurs à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC. Les 266 communes du Niger en ont exprimé le besoin et piaffent d'impatience de prendre possession du matériel dans le cadre de l'ambitieux programme du kit de la maison du paysan. Le ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, en collaboration avec le PNUD, tente d'y répondre en y injectant une première enveloppe de 750 millions de francs CFA. Le matériel est arrivé, le fournisseur, pour s'assurer que son matériel est bon, il dit qu'il va organiser un atelier de formation qui sera donc l'installation d'une radio pilote. L'initiative 3L avec ses partenaires. Aujourd'hui, quand vous prenez avec l'agriculture, il y a des maisons du paysan, ce qu'on appelle les maisons du paysan, à l'intérieur desquelles il y a plusieurs kits dont une radio communautaire. C'est pourquoi nous aussi, on a dit dans ce cas, on s'insère dans cela, et pour mieux s'insérer, on prend d'abord les communes de convergence. Un matériel arrivé à bon port, déjà réceptionné et aux atouts fort nombreux au dire des formateurs. Ce matériel est composé d'une console vraiment entièrement numérique, d'une très grande simplicité au point de vue usage, très performant au point de vue qualité aussi. Et malgré la situation climatique de ce pays, il faut souhaiter que les utilisateurs puissent le mettre dans les conditions optimales de fonctionnement pour qu'ils aient le meilleur rendement. Au bout de 5 jours de formation, les stagiaires sont unanimes à reconnaître du bien fondé de l'initiative.
Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ceux qui ont cherché à fournir le matériel, qui ont eu à trouver des consultants pour venir assurer la formation. Personnellement, je suis vraiment prêt à installer et à former les gens sur ce matériel. Même avis du côté des organisateurs dont le porte-parole conclut en ces termes. Vous avez fait un travail extraordinaire. Merci beaucoup, monsieur. Les soldats tchadiens mènent une offensive terrestre au Nigeria à partir du Cameroun. L'armée tchadienne aurait déjà éliminé plusieurs centaines de combattants de Boko Haram, en particulier lors d'affrontements dans la ville de Gombourou. Ce soldat fait partie des plus de 2000 militaires tchadiens lancés à la poursuite de Boko Haram en plein désert nigérian. Ils ont franchi la frontière au début du mois et depuis ils sont au cœur de très violents combats. Dernière en date, une contre-offensive menée mardi autour de Gambourou. L'armée tchadienne affirme y avoir tué plus de 200 combattants de Boko Haram, fait de nombreux prisonniers, avoir saisi de nombreuses armes et du matériel. Ça appartient à Boko Haram. L'armée tchadienne l'a récupéré de Boko Haram. Ah, d'accord, mais Boko Haram l'a pris des Nigérians, non? Mais certainement, puisque Boko Haram ne peut pas posséder ce genre d'armes. Durant ces derniers mois, Boko Haram avait fait de Gambourou l'une de ses bases arrières pour multiplier les attaques meurtrières au Cameroun. La localité n'est qu'à 4 minutes en voiture de Fotokol, de l'autre côté de la frontière. La ville stratégique est maintenant contrôlée par les militaires tchadiens, une armée dont la réputation n'est plus à faire après des décennies de guerre et d'insurrection. Elle bénéficie depuis de nombreuses années de programmes de formation initiés par les pays occidentaux, dont la France ou les États-Unis, comme ici à Mao, au Tchad, où des instructeurs des forces spéciales américaines reprennent durant 3 semaines les gestes de base. Ces entraînements s'inspirent de situations réelles. Ils en retirent une meilleure cohésion, une meilleure coopération, non seulement entre eux, mais aussi avec les autres pays et partenaires africains. Renforcer la coopération pour mieux faire face à la menace djihadiste dans la région, mais pas seulement. Souvent pointée du doigt pour sa brutalité, l'armée tchadienne est également formée au droit international par le Comité international de la Croix-Rouge, ou comment en temps de guerre respecter les règles protégeant les civils, les blessés, les malades ou bien les prisonniers. Les pluies torrentielles qui se sont abattues ces dernières heures sur l'île de Madagascar ont provoqué des dégâts spectaculaires et causé la mort de 14 personnes dans la capitale Antananarivo. Les Malgaches n'avaient plus connu un tel déluge depuis plus de 25 ans. Au moins 27 000 personnes sont sans abri et plusieurs quartiers de la capitale ont été privés d'électricité. Des trombes d'eau se déversent sur les habitations. Après 3 jours de pluie diluvienne, les digues de protection ont cédé. La plaine est inondée. Dans cette maison, l'eau a envahi tout le rez-de-chaussée et les cultures sont aussi détruites. Mais c'est grave pour le peuple. La culture du riz est ravagée parce que chez nous, c'est 90% de notre activité. Nous sommes des cultivateurs et agriculteurs. Les sinistrés tentent de sauver ce qu'il leur reste. Pour les secouristes, l'heure est à l'urgence. Ce qu'on a fait, c'est de sauver la vie des personnes, évacuer toutes les femmes d'abord et les enfants et les personnes âgées aussi. Même on n'a pas mangé, on n'a pas bien dormi. Et ça va continuer encore si l'eau va continuer d'augmenter. Les secours sont mobilisés ici depuis 24 heures. 700 personnes ont été évacuées grâce à ces navettes de la protection civile et grâce aux pirogues mises à disposition par les habitants. Le paysage de rizière s'est transformé en un lac immense. Les secouristes vont évacuer les derniers habitants désemparés, cernés par l'eau. Au revoir tout le monde. On passera le message au président de la République car le peuple souffre. Appel entendu pour Erad Narmampian. Le rôle de l'État d'abord, c'est de les prévenir, de prendre les dispositions nécessaires à travers la communication et puis d'appuyer aussi dans la mesure de possible à travers les vivres, les tentes, les barques. Mais pour l'instant, l'aide apportée ne suffit pas.
Le gouvernement demande aux églises, aux écoles et à tous les citoyens d'ouvrir leurs portes aux sinistrés. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.